Bonjour. Dans le cadre de l'exposition Zilon, Vandale de luxe du 26 février au 12 juin 2022 au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, j'ai accepté de produire une courte série de capsules pour mettre en lumière quelques pratiques actuelles de l'art urbain que l'on connaît aussi sous le nom de street art, une forme artistique qui se déploie donc dans la sphère publique, pour ne pas dire dans la rue, sur les murs, les trottoirs, dans les parcs, qui implique par le fait même une propriété collective et même une certaine pérennité aléatoire de l'œuvre qui est parfois appelée à disparaître, alors où les photographies restent alors les seuls témoins. Bien que le street art fut au départ inspiré de l'art illicite du graffiti, il se manifeste aujourd'hui en une multitude de formes, que ce soit sous la forme de la murale peinte à l'arrêt au sol, à la peinture au pochoir, la production vidéo, l'installation ou l'adbusting, qui est une pratique apparue dans les années 90 qui consiste à détourner des affiches publicitaires existantes par des ajouts subversifs. Il peut aussi se déployer cet art urbain sous la forme des autocollants, comme le fit Frank Shepard Fairey, un graphiste contemporain et illustrateur américain également connu sous le pseudonyme de Obey. Il s'est fait connaître pour sa campagne d'autocollants de papier puis de vinyle Obey Giants, qu'il appliquait d'abord dans des endroits visibles de l'Est des États-Unis, mais qui furent finalement disséminés et collés un peu partout au travers le monde en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Ces interventions urbaines se manifestent ainsi habituellement en dehors du réseau artistique officiel et regroupent souvent des créateurs qui souhaitent que leur travail n'ait aucune affiliation élitiste. Ils sont surtout motivés par la volonté de parler subjectivement, librement, en leur propre nom, à un public très vaste et varié, celui de la rue, qui peut inclure des individus au premier abord peu enclins à fréquenter les institutions artistiques. Toutefois, l'art urbain comprend aujourd'hui des approches également plus encadrées qui ont quitté la sphère de la clandestinité initiale et pour laquelle le marché de l'art et les institutions culturelles ont trouvé une place. Le désir d'être subversif et de provoquer demeure malgré tout bien souvent une constante. Car ne l'oublions pas, le graffiti fait son apparition autour des années 40-50 avec les guerres ou lors des révolutions. Pensons au second conflit mondial, à la guerre d'Algérie, au mur de Berlin, au conflit en Irlande du Nord, alors où les mots s'invitaient sur les murs et accompagnaient les soulèvements populaires. Ces premières manifestations se voulaient souvent des cris de revendication, une façon d'exprimer sa colère ou une manière d'afficher ses couleurs pour des peuples n'ayant souvent pas de droit de parole. Et la rue est l'endroit idéal pour se faire entendre. Dans les années 60, la pratique se répand aux États-Unis, où l'on voit l'apparition d'une culture graphe pratiquée par des individus en groupe que différents points de vue rassemblent, soit les origines ethniques, les opinions politiques ou les états sociaux. On le pratique alors particulièrement dans le métro de New York. Très lettrée au départ, la pratique va se répandre sur les murs des arrondissements les plus défavorisés de quelques villes américaines comme Chicago, San Francisco, Los Angeles, Philadelphie. De mots ou de slogans, plusieurs passeront alors au tag, un pseudonyme signature alliant lettrage et esthétisme, véritable trace personnelle pour signifier son existence. Et ça, c'est le point de départ de l'art urbain contemporain. Dans les années 80 apparaîtront les picturo-graffitistes comme les Américains Keith Haring ou Jean-Michel Basquiat qui s'illustreront dans le milieu new-yorkais de la culture underground. L'art urbain commence alors à être reconnu comme forme de création à part entière et les artistes se feront rapidement repérer par les galéristes du milieu, les amenant à transposer alors leur art sur toile en conservant l'efficacité, le rythme, voire la violence de leurs œuvres de jeunesse. Jean-Michel Basquiat, qui s'exprimait sur les murs sous le pseudonyme de Seimo, nous donnera alors des compositions touffues aux couleurs audacieuses remplies d'une multitude de signes et fortes d'une prédiction marquée pour l'écriture qu'il conservait de sa pratique urbaine du graffiti. Ces œuvres traduisaient alors l'expérience quotidienne et les luttes menées par une marginalité américaine en injectant dans le milieu artistique de l'époque une fraîcheur et une authenticité à laquelle même un Andy Warhol vieillissant ne put se soustraire. Quant à l'autodidacte Keith Haring, il débuta sa carrière artistique en 1980
en dessinant à la craie sur les trottoirs et espaces publicitaires du métro de New York. Ces motifs à la linéarité franche, réalisés d'une main sûre et sans correction, évoquent, de ces bébés rayonnants aux chiens aboyants, un monde primaire d'un rythme énergique. Mais cette énergie émanant de ses œuvres demeure parfois ambiguë car elle évoquait également des angoisses contemporaines de guerre nucléaire, de radiation et leur impact sur les hommes et la nature. Mais il parvenait à convertir ces tensions en énergie positive. Très engagé socialement, Haring a réalisé plusieurs murales publiques dénonçant le racisme, la consommation de drogues dures et les tabous concernant le sida. Chez nous, l'un des pionniers du street art québécois est sans conteste l'artiste Zilon. Montréalais, né Raymond Pilon en 1956, il s'est d'abord dévoilé au public sur la scène musicale punk de la métropole des années 70-80. Puis, dans un contexte montréalais d'une réelle effervescence, ouvert aux expérimentations artistiques en marge des codes établis, il a alors concentré ses efforts sur une réalisation plus picturale, éclatée, sur les murs des ruelles de la métropole. Apparaissaient alors ici et là dans la ville des graffitis épurés réalisés à la bombe à aérosol, en pleine nuit, dans l'urgence et la clandestinité. Des œuvres alors souvent caractérisées par un ou des visages très stylisés, androgynes, réalisés en quelques traits qui bientôt feront sa marque. Il expose ses premières toiles à la fin des années 80 et rapidement il obtient une visibilité enviable qui lui permettra d'enchaîner les expositions à New York, Paris, Tokyo, tout en élargissant la gamme de ses interventions. Très prolifique, cet artiste autodidacte et polyvalent, déjanté et dérangeant, a, en marge de son succès en galerie, créé des bandes dessinées, réalisé des storyboards de films, entre autres pour Robert Lepage, des affiches de festivals et de spectacles, des œuvres digitales pour des projections au Festival international Mode et Design de Montréal en 2011 ou pour Givenchy à Paris en 2013, décorer des salles, créer des fresques pour le théâtre et le cinéma en collaboration avec Jules Carle et Wajdi Mouawad, par exemple, et même intégrer le domaine du jeu vidéo en s'associant à la compagnie Ubisoft pour l'intégration de ses dessins au décor du visuel du jeu Far Cry New Dawn en 2018. Mais l'une des choses qui semble l'animer particulièrement est de mettre en lumière son talent de performeur lors de prestations en direct, offrant aux spectateurs une expérience plus intime de sa démarche créatrice. À ce titre, il a participé à plusieurs événements artistiques d'envergure, dont les Francopholies de Montréal en 2013, au cours desquels il a réalisé un décor spectaculaire pour la salle Savoie du Métropolis de Montréal, ou encore le Festival Mural en 2014, où il a créé en 2 jours, à l'aide de bombes à aérosol, une œuvre spectaculaire pour la devanture de l'ancien dépanneur au coin des rues Marianne et Saint-Dominique, sans doute vouée à la démolition éventuelle. En 2016, il créait une installation expo intitulée Apocalypse Disco pour le centre Diane Dufresne à Repentigny. Véritable happening pour lequel lumière, musique, salière à une trentaine d'œuvres inédites créées spécialement pour l'occasion, recréant l'atmosphère d'une discothèque endiablée des années 80. Sans oublier la Grande Murale qu'il peindra pour le Théâtre du Diamant à Québec en 2019. Comme on le constate, les œuvres de Zilon en général sont très chargées graphiquement, chose qui lui est maintenant permise grâce à des conditions de travail plus adéquates à l'exploration de son talent que les œuvres de ses débuts créées dans l'urgence. Mais les visages emblématiques sont toujours là. Ils se multiplient, ils s'accumulent, se superposent en des compositions de style industriel, punk, gothique, futuriste, parsemées d'éléments hétéroclites ou de percutants traits noirs. Zilon a un style bien à lui, une esthétique accrocheuse, façonnée par une impulsion personnelle, authentique, sans pudeur, qui lui dicte le choix de ses motifs et les combinaisons de couleurs à employer. À sa façon, chroniqueur acerbe de son époque, Zilon s'inscrit dans le retour affirmé d'une peinture figurative qui se manifeste partout dans le monde à la fin des années 70. Une figuration expressionniste axée sur la dramatisation, l'obsession et l'exaspération sociale, telles que supportées par les peintres du néo-expressionnisme allemand, les peintres de la bad painting américaine, les Italiens de la trans-avant-garde ou ceux de la nouvelle figuration française. Ainsi, l'art irrévérencieux de Zilon se veut cru,
porteur d'angoisse et d'émotions, de révolte, de rage parfois, de solitude, de détresse, mais aussi d'espoir devant une société contemporaine, morbide, superficielle, que l'artiste ne craint pas de continuer à brasser comme il le fait si efficacement depuis 40 ans, continuant de se renouveler sans cesse et de marquer sa polyvalence. Bref, Zilon, l'engagé, l'inclassable, l'artiste majeur qui sut transcender les générations et les frontières et dont les œuvres se trouvent aujourd'hui un peu partout dans le monde, et, je vous le rappelle, l'étoile de l'actuelle exposition d'envergure au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Vous pourrez entre autres y admirer la plus grande œuvre mobile de Zilon, Médusa, qui, sans nécessairement faire directement référence symboliquement à la méduse de la mythologie, est une figure qui fascine l'artiste avec ses nombreuses tentacules et son évocation hypnotique, voire horrifiante, qui répond très bien à l'esthétique provocante, perturbante de Zilon. L'œuvre, créée en 2018 lors de l'exposition montréalaise Surface, mesure quand même 28 pieds de long et divisée en 7 panneaux de bois. Elle fut réalisée avec des crayons marqueurs à l'encre dorés et argentés sur un fond de peinture noire. C'est donc une belle occasion de contempler cette œuvre impressionnante remplie de détails. Vous y verrez aussi d'autres grands portraits de personnages à l'aérosol créés dans le cadre du Festival Nuit Blanche de Toronto en 2014. Sans parler de l'œuvre Back to the Future, nouvelle œuvre permanente du musée, spécialement créée par Zilon sur place, sur un mur du vestiaire de l'institution. Cette trace magistrale que laisse ainsi l'artiste sur les lieux témoignera pour des années encore du passage remarqué de Zilon au musée. Je vous souligne également qu'il sera possible de se procurer sur les lieux la toute nouvelle biographie de l'artiste intitulée « La marque de Zilon », rédigée par Jean-Marc Beausoleil, qui paraît tout juste aux éditions Somme Toute. Elle vous permettra de plonger encore plus profondément dans l'univers de cet homme atypique, de son enfance toxique au rayonnement international. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer du 26 février au 12 juin 2022. Je vous salue, je vous souhaite une bonne visite et à la prochaine pour une autre capsule sur l'art urbain.